Bonjour Olivier Granilic. Boker Tov Rudy. Alors Jared Kushner est arrivé en Israël pour une rencontre particulièrement attendue et particulièrement sensible aujourd'hui avec Benjamin Netanyahou. Tout à fait, le chant de Donald Trump arrive après des discussions en Égypte avec des responsables du Hamas et plusieurs représentants du Conseil de paix. L'objectif américain est clair, faire avancer concrètement le plan en 15 points pour mettre fin à la guerre à Gaza. Kushner aurait rejeté la proposition du Hamas de simplement stocker ses armes dans la bande de Gaza. Il exigerait que les armes quittent Gaza et que les infrastructures militaires soient, elles, démantelées. Les désaccords d'Israël autour de ce plan en 15 points, il y a un reste important. Oui, puisque le plan américain prévoit que le désarmement du Hamas et le retrait progressif de Tsahal avancent parallèlement. Israël, de son côté, exige au contraire un désarmement complet du Hamas avant tout nouveau retrait. Et puis Washington veut désormais aussi passer des déclarations aux actes. Benjamin Netanyahou a annoncé officiellement qu'Israël rejetait cet accord, mais selon plusieurs sources, Donald Trump considère que Netanyahou a déjà donné son accord de principe et attend maintenant donc qu'Israël applique ce plan. Le drame du post-traumatique revient à la une de l'actualité en Israël. On parle ce matin d'un nouveau drame concernant un jeune réserviste de Tsahal. Il s'agit du sergent-chef de réserve Uriel Molto Getaoun, 24 ans, originaire de Carmiel, dans le nord d'Israël, qui s'est suicidé jeudi dernier. Il n'était plus en service actif au moment de sa mort, mais l'un de ses proches a évoqué des blessures que personne ne voit, rappelant que certains soldats reviennent de la guerre indemnes physiquement, mais profondément marqués psychologiquement. Ça a indiqué qu'un premier examen laisse penser que les circonstances de sa mort pourraient être en effet liées à son service militaire. Un mot de politique maintenant avec les primaires du Likoud qui s'ouvrent aujourd'hui. Et avec quelques 140 000 adhérents, Rudy, qui sont appelés à choisir les candidats qui composeront la prochaine liste du parti à la Knesset. Et cette fois, la bataille s'annonce particulièrement difficile. Une quarantaine de candidats se disputent les places éligibles alors que Benjamin Netanyahou dispose de 8 places réservées pour intégrer lui-même certains candidats. Pour espérer obtenir une bonne position, il faudra donc recueillir environ 25 000 voix. Plusieurs députés ont déjà renoncé à se présenter, estimant que leur chance était trop faible. Et puis l'un des grands enjeux de ce scrutin ou de ces élections primaires sera le renouvellement de la liste. Plusieurs ministres et députés actuellement en fonction pourraient perdre leur place. Et puis à quelques semaines des élections, le Likoud lance une campagne, on va dire, particulièrement offensive. Une campagne qu'on a pu voir hier sur les affiches, sur des grandes affiches à Tel Aviv. Le parti de Benjamin Netanyahou place côte à côte plusieurs personnalités présentées comme ses adversaires. Le guide iranien Mojtaba Khamenei, le président turc Erdogan, le chef du Hezbollah Naim Qassam, mais aussi le maire de New York Zohran Mamdani, avec ce slogan « Ils veulent que Netanyahou perde, ne les laissez pas gagner ». Campagne qui a fait déjà beaucoup réagir dans les rangs de l'opposition. Économie à présent avec donc les signes d'un rebond de l'activité économique en Israël. Tout à fait, Rudy, avec, selon le Bureau central des statistiques, le PIB qui a progressé de 15,4% en rythme annuel entre le mois d'avril et le mois de juin, après une baisse de 3,8% au premier trimestre marqué par la guerre. Mais ce chiffre spectaculaire doit être relativisé puisqu'une partie de cette croissance correspond simplement à un rattrapage de l'activité qui avait été reportée pendant la guerre et pendant les combats. Sur l'ensemble du premier semestre, la croissance atteint 3,2%. Encore en dessous des prévisions de la Banque d'Israël et du ministère des Finances qui tablaient sur 4% pour l'ensemble de l'année. Et puis on va terminer ce journal, Olivier, avec une très forte affluence hier à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Oui, près de 100 000 passagers qui ont transité par l'aéroport au cours de la journée, en pleine période estivale. Malgré l'affluence, les autorités ont voulu maintenir l'ensemble des vols. Le directeur général du ministère des Transports affirme que les équipes travaillent 24 heures sur 24 pour éviter les annulations. Au total, 2,7 millions de passagers devraient avoir transité par l'aéroport Ben Gurion au cours du mois d'août, un niveau proche de celui de la période normale.
Et nous allons, comme chaque jour, jeter un coup d'œil sur la météo de ce lundi 17 août 2026. Avec ce lundi, une forte chaleur qui continue de régner sur Israël avec un temps généralement ensoleillé. L'atmosphère sera particulièrement lourde sur le littoral. Les températures prévues aujourd'hui jusqu'à 30 degrés à Haïfa, jusqu'à 32 degrés à Tel Aviv, jusqu'à ici à Jérusalem il fera 28 degrés, 32 degrés à Beersheba et 40 degrés à Eilat. Les violences de la semaine dernière autour du village palestinien de Kouchra en Samarie relancent une question sensible en Israël des Israéliens qui ont affronté les forces de sécurité lors de l'évacuation d'un avant-poste illégal. Tsahal a condamné des actes qu'elle qualifie d'illégaux et d'inacceptables, une affaire qui repose la question de l'autorité de l'État et aussi de la façon dont l'armée et aussi peut-être la police, c'est ce que nous allons voir, doit faire face à ces citoyens israéliens. Pour en parler, nous recevons Yom Tov Khalfon, ancien député de la Knesset. Yom Tov, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Alors Yom Tov, on le sait, vous êtes un homme de droite, vous avez toujours défendu les implantations juives en Judée-Samarie. Quand vous voyez ce qui s'est passé la semaine dernière à Kouchra avec ses habitants de Judée-Samarie, ces habitants juifs de Judée-Samarie, quelle est votre réaction ? Premièrement, pour faire le distinguo, ce ne sont pas les habitants juifs de Judée-Samarie. Oui. On parle d'un petit groupe qui n'est pas très nombreux de délinquants qui se trouvent en Judée-Samarie. Ils ne sont pas tous originaires de Judée-Samarie et qui causent malheureusement beaucoup de tort à Israël et aux implantations de Judée-Samarie. Premièrement, ils causent du tort parce que justement, ils en viennent à affronter l'armée, donc ils en viennent à être violents envers les soldats de Tsahal. Et puis du tort à l'international, puisque nous avons vu que même des grands amis d'Israël, comme l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, qui est un grand ami d'Israël et un grand ami des implantations, a eu des mots très durs au regard de ces événements. Donc on voit bien que ce sont donc un dommage à la fois donc pour l'image d'Israël à l'international, même chez nos propres amis, et évidemment à l'intérieur du pays, puisque je ne crois pas que des soldats de Tsahal et du temps à perdre à venir s'occuper de délinquance alors que nous avons un vrai phénomène de terrorisme palestinien qui est beaucoup plus important et dont il faut s'occuper, et il faudrait que nos soldats soient plutôt disponibles à aller rentrer dans les villes palestiniennes pour arrêter les terroristes plutôt que de perdre des journées entières à s'occuper des jeunes qui sont apparemment sortis et qui veulent l'anarchie. L'armée Tsahal parle d'actes illégaux, répréhensibles et inacceptables. Vous êtes d'accord avec ces termes employés par l'armée ? Oui, c'est évident. On parle d'actes illégaux, on parle de jeunes. Premièrement, c'est illégal de lever la main sur un soldat de Tsahal. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais on parle de jeunes qui vont au-delà de. Encore une fois, on ne peut pas remettre en cause ces dernières années. Il y a un soutien gouvernemental massif pour développer les implantations en Judée-Samarie. Donc, ce n'est pas que ces jeunes ne sont pas là en train d'essayer de défendre une cause qui n'est pas soutenue ou appliquée. Si ces jeunes veulent aider à la construction, ils peuvent le faire dans les cadres légaux qui existent. Et heureusement, il y en a beaucoup maintenant, avec beaucoup de nouvelles implantations et de fermes qui ont été autorisées ces dernières années, et donc ils peuvent le faire dans un cadre légal. Aller faire ce qu'ils font, je ne crois pas que ça fasse avancer la cause des implantations de Judée-Samarie. La preuve en est, le président du conseil des localités de Judée-Samarie, Israël Gantz, a condamné dans les termes les plus forts possibles ces actes, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas ici des actes qui font consensus ou qui sont soutenus par la population de Judée-Samarie, par la droite ou par le peuple israélien, mais on voit bien par des éléments marginaux qui encore une fois font plus de tort qu'autre chose. Alors, c'est vrai qu'ils font beaucoup de tort, mais aussi on a vu que l'armée a eu du mal à faire régner l'ordre dans cette région. On se demande pourquoi. On a l'impression que l'armée ne fait pas suffisamment justement pour que justement
essayer que ces jeunes qui sont, comme vous l'avez dit, une minorité et qui ne représente pas du tout les habitants de Judée-Samarie ne puissent pas agir et faire régner l'ordre en fait dans ce village. Vous savez, Olivier, la question, c'est est-ce que c'est le rôle de Tsahal de s'occuper de ce genre de mission? Vous savez, dans la plupart des pays du monde, en principe, quand il s'agit de citoyens du pays, ce n'est pas à l'armée de régler des problèmes de délinquance ou de l'ordre du pénal de la part des citoyens, mais à la police. Et malheureusement, là, c'est un petit peu une situation paradoxale que c'est Tsahal qui s'occupe de ce genre de problème, alors que peut-être que Tsahal n'est pas forcément formé pour s'occuper de cela. Et c'est pour cela que je crois qu'il y a une décision qui a été prise ces derniers jours de faire passer la responsabilité de ce genre de dossier et de manière générale de toutes les questions d'ordre pénal et de crimes et de délits en Judée-Samarie, de Tsahal vers la police. Et je crois que c'est, comme dans tous les pays du monde, c'est à la police plutôt de s'occuper de ces éléments-là, et que la police qui est censée être mieux formée pour ça. Je rappelle que la police s'occupe aussi de délinquants à Tel Aviv ou autre. Il y a aussi des jeunes qui font du vandalisme, qui font des actes répréhensibles dans d'autres endroits d'Israël, et donc qui est censée être mieux formée pour mettre fin à ces phénomènes. Alors on a vu aussi, bien sûr, comme vous l'avez dit, la condamnation très dure d'un ami d'Israël et d'un ami des habitants de Judée-Samarie, l'ambassadeur d'Israël, l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Puis aussi, on a vu la demande de la France d'arrêter et de juger les auteurs de ces violences, je cite. Est-ce que la France profite justement de ces incidents et de ces violences pour demander encore une fois à Israël d'agir contre les habitants de Judée-Samarie? C'est avec les prises de position de la France de ces dernières années, du gouvernement Macron et du Quai d'Orsay, je ne crois pas qu'Israël soit très attentive à ce que la France dise. La France a perdu toute crédibilité en Israël et dans la région en soutenant de manière en soutenant les ennemis d'Israël presque à chaque occasion. Donc je ne vois pas ce que la France aurait apporté. Israël n'écoute pas la France et fait bien de ne pas écouter la France, puisque la France n'a plus aucune importance à l'échelle diplomatique. En tout cas, tant que ce gouvernement Macron est en place, tout ce que peut dire ou peut faire la France n'intéresse pas grand monde en Israël, et c'est tout à fait compréhensible. Un petit mot peut-être, Yom Tov, sur ce qui va se passer aujourd'hui avec une rencontre prévue avec Jared Kushner et Benjamin Netanyahou sur le plan en 15 points proposé pour régler le problème de la bande de Gaza, en tout cas essayer de régler la fin de la guerre à la bande de Gaza. On voit que Israël a rejeté ce plan. Visiblement, Jared Kushner est venu pour faire pression sur Benjamin Netanyahou, justement pour qu'il accepte ce plan. Qu'est-ce que vous pensez? De quelle manière Israël doit réagir face à ça? Israël, la diplomatie israélienne et le Premier ministre israélien doivent être solides. Certes, Jared Kushner et l'administration Trump sont des amis et des alliés d'Israël, mais même face à des amis et des alliés, il faut savoir être solide. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de très positif qu'un membre de l'administration américaine rencontre des dirigeants du... Ça a été le cas en Égypte ces derniers jours. Le Hamas est une organisation terroriste qui aurait dû disparaître de la surface de la Terre. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de loi aux États-Unis qui interdise ce genre de rencontre. Je ne sais pas si à l'époque où il y avait Al-Qaïda, ça aurait été bien vu aux États-Unis qu'un membre de l'administration américaine rencontre les auteurs des attentats du 11 septembre. Vous voyez, donc pour moi c'est assez paradoxal ce genre de rencontre. Le Hamas ne doit pas exister tout court. Il n'a pas lieu d'être, on ne doit pas le rencontrer, on doit tout simplement l'éliminer. Et c'est dommage que Jared Kushner, je crois, s'embrouille un petit peu. On ne parle pas des accords d'Abraham. Là, on ne va pas faire des accords d'Abraham avec le Hamas. Le Hamas, ce ne sont pas les Émirats arabes unis ou le Maroc. Ce sont des ennemis qui veulent détruire Israël. Et Jared Kushner devrait nous aider à les détruire plutôt que de signer des accords avec eux. Et Israël doit rester ferme face à Jared Kushner et l'administration américaine et ne pas se retirer de la bande de Gaza tant que le démantèlement du Hamas ne soit pas terminé? Oui, il faut tenir ce qui a été dit depuis toujours, c'est-à-dire qu'il doit y avoir le démantèlement total du Hamas comme condition préalable à toute autre chose.
si c'est un retrait, si c'est autre chose. Mais c'est une condition préalable, une condition sine qua non, qui a été fixée, qui a été acceptée, je crois, en Israël par tous, mais aussi aux États-Unis. Et le fait qu'on crée une certaine souplesse sur ces conditions préalables, on retombe malheureusement dans la conception, c'est-à-dire que le Hamas arrive une fois de plus à endormir la partie adverse et nous faire croire que on peut faire des accords, on peut faire des choses qui seraient l'un lié à l'autre. Moi, je pense que ça doit être lié à rien d'autre, c'est-à-dire d'abord et avant tout effacer le Hamas. Le Hamas a fait le 7 octobre, c'est une action terroriste sanguinaire, il doit disparaître. Point, c'est tout. Une fois qu'il aura disparu, si le calme revient à Gaza, etc., etc., alors Israël pourra envisager, je ne sais pas, des adaptations, etc., en correspondance avec la sécurité d'Israël. Mais le fait de conditionner déjà l'un avec l'autre, pour moi, c'est une erreur. Et même le fait d'oublier que c'est une condition préalable, c'est là, une fois de plus, montre un échec des diplomaties occidentales. On le voit dans d'autres pays, dans d'autres d'autres fronts. Souvent, l'Occident fixer des clauses et puis ne pas tenir ses propres clauses. Et je crois que c'est une erreur dans la région, et au contraire, et peut-être Israël, une fois de plus, doit être, j'ai envie de dire, hors la goïm, montrer l'image au monde que face au terrorisme, face à l'islamisme, il n'y a pas de concession. Très bien, merci beaucoup pour cette analyse. Yom Tov Khalfon, ancien député, merci d'avoir été ce matin avec nous. Bonne journée. Merci à vous. Et à la une de la presse israélienne ce matin, les élections primaires qui auront lieu aujourd'hui au Likoud. Et dans le Israël Hayom de ce matin, le titre est très clair, le Likoud décide de son avenir, avec quelques 140 000 adhérents qui doivent choisir aujourd'hui la prochaine liste du parti du Likoud pour les élections à la Knesset. Mais derrière la bataille des places, le journal insiste surtout sur l'objectif de Binyamin Netanyahou, obtenir une liste qui lui soit totalement fidèle. Pourquoi ? Parce que le Premier ministre redoute qu'après les élections, en cas de résultats serrés, certains députés du Likoud puissent être tentés de rejoindre Gadi Eisenkot pour lui permettre de former une coalition. Netanyahou chercherait donc à limiter au maximum le risque de défection. L'analyste politique du Israël Hayom parle ce matin d'un bain de sang politique au Likoud. Il s'agit de Shirit Avitan Cohen qui parle ce matin donc d'un bain de sang politique, mais aussi, écrit-elle, de la démocratie dans ce qu'elle a de plus vivant. Elle souligne le décalage entre ce que veulent les militants du Likoud et ce que veut Binyamin Netanyahou. La base du parti veut poursuivre la réforme judiciaire et le combat contre ce qu'elle appelle le Deep State. C'est ce qui explique, selon elle, la progression des personnalités comme Tali Gottlieb ou Moshe Saada. Netanyahou, lui, pense déjà aux élections générales et son objectif est donc de récupérer des électeurs plus modérés, notamment ceux qui veulent un gouvernement d'union et moins de guerre interne. Puis toujours au chapitre politique, ce matin, un nouveau parti a été enregistré hier. Maariv nous apprend que Youssef Haddad prépare son entrée en politique. Vous savez, c'est ce militant arabe israélien très engagé dans la défense d'Israël à l'étranger qui a enregistré hier un nouveau parti baptisé Israël Courageuse. Youssef Haddad, 41 ans, est issu d'une famille arabe chrétienne de Nazareth. Il a servi dans la brigade Golani et a été grièvement blessé pendant la Deuxième Guerre du Liban. Le nom de Youssef Haddad a par ailleurs été évoqué pour une éventuelle place réservée sur la liste du Likoud. Bande de Gaza à présent et Jared Kushner qui doit rencontrer Binyamin Netanyahou avec un objectif très clair, faire avancer le plan américain en 15 points pour mettre fin à la guerre à Gaza. Et le Yediot insiste surtout sur le durcissement du ton à Washington. Selon plusieurs sources, les Américains ont le sentiment qu'Israël cherche à gagner du temps et à modifier les règles du jeu. Kushner, lui, viendrait cette fois pour conclure. Le principal désaccord reste donc sur le calendrier. Le plan prévoit un désarmement du Hamas et un retrait israélien progressif en parallèle. Netanyahou exige, lui, un désarmement complet avant tout nouveau retrait. Et c'est ce qui rend la rencontre d'aujourd'hui particulièrement sensible, nous dit ce matin le Israël Hayom. Washington veut désormais des actes alors qu'Israël continue de poser ses conditions.
Puis des documents saisis à Gaza montrent que le Hamas voulait construire une véritable force militaire au Liban. Et c'est le Israël Hayom qui nous en parle ce matin et qui cite une étude de l'Institut Meir Amit. Le mouvement projeté dit former plusieurs milliers de combattants avec un objectif qui pouvait aller jusqu'à 10 000 hommes. En 2023, en août 2023, moins de 2 mois avant le 7 octobre, Yehia Sinawar expliquait déjà qu'environ 1 millier de terroristes du Hamas s'entraînaient dans les camps du Hezbollah et des gardiens de la révolution. L'objectif était clair, faire du Liban un véritable front supplémentaire contre Israël. Puis on revient sur l'affaire Mali et Liel Yahalomi, qui ont été retrouvés, comme vous le savez, en Argentine après plusieurs jours de recherche. Et cette fois, c'est le policier israélien qui les a localisés, qui raconte les coulisses de l'opération. Et ce policier s'appelle Walter, il est représentant de la police israélienne en Amérique du Sud, explique avoir compris que les 2 femmes avaient quitté Benoît en autobus, c'est ce que nous explique ce matin le Israël Hayom. Et ce que rapporte aussi Walter, le représentant donc de la police israélienne en Amérique du Sud. Avec la police argentine et Interpol, il a réussi à retrouver leur trajet. Sa mission était surtout de vérifier 2 choses, qu'elles n'étaient pas en danger et qu'aucune infraction pénale n'avait été commise. Une fois ces vérifications faites, les autorités ont considéré qu'elles avaient disparu volontairement et qu'elles étaient libres de poursuivre leur route. Et cette affaire a remis en lumière d'autres disparitions qui, elles, n'ont toujours pas été élucidées. C'est la chaîne E24 News en hébreu qui nous rappelle notamment le cas de Aymanot Kassao, disparu à l'âge de 9 ans en 2024 à Tzfat, sans aucun indice matériel n'a été retrouvé. Il y a aussi bien sûr le célèbre Ron Arad, navigateur de l'armée de l'air, disparu au Liban en 1986 après avoir été fait prisonnier, ou aussi Moïse Kleinerman, disparu à 16 ans près du mont Meron, en 2022, et le soldat Guy Hever, disparu, lui, depuis 1997 sur le plateau du Golan. Des affaires très différentes, mais avec un point commun, des familles qui parfois, depuis des décennies, attendent toujours une réponse. Et puis, pour terminer sur une note un peu plus légère, ce matin, une chaîne de télévision qui s'intéresse à la façon dont les Israéliens dépensent leur argent à l'étranger. C'est la chaîne 12 qui nous apprend qu'un tiers des dépenses des Israéliens est consacré au shopping, et c'est devant les restaurants et l'alimentation. La Thaïlande reste la destination la plus populaire, mais c'est au Japon que les Israéliens dépensent le plus d'argent, en moyenne un peu plus de 4300 shekels par voyageur. Enfin, la Thaïlande reste aussi la destination où les Israéliens utilisent le plus d'espèces. Plus d'un tiers de leurs dépenses y sont encore réglées en liquide. Uriel avait 24 ans, réserviste de Carmiel, qui s'est donné la mort jeudi dernier alors qu'il n'était plus en service actif. Le frère de l'un de ses amis tué à Gaza en février 2024 a écrit une phrase qui résume peut-être tout le problème. Les soldats peuvent rentrer chez eux en bonne santé physique tout en portant des blessures que personne ne voit. Après un premier examen, elle estime que les circonstances de la mort d'Uriel pourraient être liées à son service militaire. Le phénomène est évidemment difficile à mesurer. Tous les suicides de soldats ne peuvent pas être automatiquement attribués à la guerre, et les chiffres bruts doivent être maniés donc avec prudence, notamment parce que le nombre de réservistes mobilisés a considérablement augmenté depuis le 7 octobre. Tzahal le souligne lui-même, mais la tendance reste préoccupante. En 2023, 17 soldats se sont suicidés. Ils étaient 21 en 2024, dont 12 réservistes. Et en 2025, Tzahal a recensé 22 cas, 12 soldats du service obligatoire, 9 réservistes et 1 militaire de carrière. Et en 2026, la tendance se poursuit. Au 9 août, le quotidien Haaretz recensait déjà au moins 18 suicides parmi les militaires en service actif depuis le début de l'année. Mais ces chiffres ne racontent
qu'une partie de l'histoire. Parce que lorsqu'un réserviste rentre chez lui, enlève son uniforme, puis se suicide, quelques semaines ou quelques mois plus tard, il ne rentre plus automatiquement dans les statistiques des suicides de soldats en service. Fin 2025, l'armée avait identifié séparément 15 soldats ou réservistes ayant participé à la guerre et qui s'étaient donc donné la mort après leur démobilisation. Et c'est justement là que se situe l'un des grands défis. Un réserviste peut passer en quelques heures de Gaza ou du Liban à son salon, à ses enfants et à son travail. Sur le front, il y a la mission, il y a les camarades, il faut agir, il faut rester en permanence sur ses gardes, puis il rentre chez lui et parfois c'est justement lorsque tout se calme que les images remontent. Les cauchemars, les crises d'angoisse, les hypervigilances, la colère, la culpabilité, parfois aussi une forme de déconnexion avec la famille et avec la vie normale. Les témoignages recueillis ces derniers mois en Israël décrivent précisément ce phénomène. Certains soldats continuent à fonctionner normalement pendant les combats et commencent à s'effondrer une fois revenus chez eux. Et les chiffres du ministère de la Défense donnent une idée de l'ampleur du phénomène. Début juillet, 26 200 blessés de guerre avaient demandé une prise en charge auprès de la division de réhabilitation. Parmi eux, 65% souffraient de détresse psychique, de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression ou de difficultés d'adaptation. Cela représente environ 17 000 personnes et 62% de l'ensemble de ces blessés sont des réservistes. Alors, que fait l'armée ? Tsahal a considérablement renforcé son dispositif de santé mentale. Davantage d'officiers spécialisés ont été recrutés, des professionnels de santé mentale ont été affectés aux brigades, et puis une ligne d'aide fonctionne 24 heures sur 24. Des responsables de la prévention du suicide ont été nommés dans les unités. L'armée a également lancé une campagne L'eau l'évade, pas seule, avec une idée importante, ne plus attendre seulement que le soldat demande lui-même de l'aide. Les familles et les amis sont eux aussi appelés à repérer les signes de détresse et à les signaler, car en 2025, 3 soldats sur 4 qui se sont suicidés n'étaient pas suivis par un officier de santé mentale. De son côté, le ministère de la Défense affirme avoir porté à environ 4000 le nombre de thérapeutes disponibles. 9 fermes de réhabilitation ont également été créées, ainsi qu'une équipe mobile capable d'intervenir auprès des personnes en crise. Et depuis les recommandations de la commission Moti-Almoz, l'armée peut également prendre l'initiative de contacter la famille d'un réserviste qui s'est suicidé après son service lorsque les circonstances semblent liées à la guerre et l'accompagner dans une demande de reconnaissance auprès du ministère de la Défense. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qu'a proposé l'armée à la famille d'Uriel Guetaon. Malgré tous ces dispositifs, une question demeure. Comment repérer celui qui ne demande rien ? Celui qui continue à travailler, à sourire, à s'occuper de ses enfants, alors que quelque chose s'est brisé à l'intérieur. La mort d'Uriel Guetaon rappelle cette réalité difficile. Pour certains soldats, la guerre ne s'arrête pas lorsqu'ils rendent leur arme. Le défi pour Israël n'est donc plus seulement de ramener ces réservistes vivants du champ de bataille, c'est aussi de les aider à revenir réellement chez eux.